Et si l'époque avait tellement rationalisé l'amour qu'elle l'avait fait fuir? Aujourd'hui, nous parlons de la crise de l'amour, de Schopenhauer, d'objectivisation des processus amoureux et de naïveté. Bienvenue au Dolmen. La meilleure manière de savoir quelles questions il faut se poser sur la société dans laquelle on vit est peut-être de parcourir les rayons psychologie et philosophie d'une librairie grand public et de lire les résumés des nouveaux ouvrages mis en avant. Vous obtiendrez en quelques minutes un aperçu assez fidèle des grands thèmes qui occupent l'esprit de nos contemporains, et je l'ai fait pour vous. J'y ai trouvé le rapport à la mort, au deuil, la manipulation sociale, la gestion des émotions, la dépendance affective, mais surtout le désir, l'amour, l'autre, la rencontre amoureuse. Nous vivons certainement dans l'époque la plus loquace sur l'amour. Tous les 2 jours paraît un nouvel essai sur la meilleure manière de gérer nos relations amoureuses et toutes les secondes sont postées des heures de contenu sur le fonctionnement psychique ou chimique de nos processus mentaux d'attachement, sur la meilleure manière de se vendre dans le processus de séduction, sur l'objectivisation des processus amoureux, sur la quête de l'autre, etc., etc. Il n'est plus permis d'être un amateur dans l'art de la liaison. La montagne de contenu disponible nous incombe. La séduction, le choix du partenaire, les modes relationnels sont explorés et disséqués de fond en comble. Disons-le simplement, nous n'avons jamais aussi bien compris l'amour et l'ensemble de ses processus conscients et inconscients. Mais si l'offre perdure, c'est que la demande s'intensifie, elle aussi. Autrement dit, nous ne sommes pas rassasiés. Il y a donc quelque chose à explorer dans cette démystification de l'amour. Celle-ci devrait nous ouvrir les voies des plus belles romances. Et pourtant, se pourrait-il que notre capacité à tomber amoureux, à aimer, ne soit pas directement liée à notre connaissance des processus qui nous font agir? Pire, se pourrait-il que la démystification de l'amour crée une paralysie, une impuissance amoureuse? C'est l'idée que je me propose de défendre aujourd'hui. Pour défendre ce point de vue, il me fallait un adversaire, un grand démystificateur, un antipoète, un rationaliste froid, quelqu'un qui aborde les processus amoureux comme l'on parle d'équation ou de cuisine. J'aurais pu prendre le premier livre venu, écrit par un coach en développement personnel ou un philosophe contemporain, mais il me fallait quelque chose d'encore plus sombre. Je suis donc revenu au grand nom de la philosophie. J'ai cherché parmi les plus résignés, mais peu d'entre eux ont abordé l'amour de manière suffisamment sérieuse. Sauf un, Monsieur Arthur Schopenhauer. Peu connu pour son enthousiasme et ses envolées lyriques, Schopenhauer est certainement l'une des figures de la philosophie les plus pessimistes, et c'est peu de le dire. En quelques mots, l'être humain n'est pour lui qu'une volonté, sans raison d'être, sans but et sans destin, si ce n'est être et perdurer dans l'être, exprimer sa volonté. Je ne m'étalerai pas sur son système philosophique, vous n'en aurez pas besoin pour le reste de l'épisode. En 1844, il ajoute un chapitre à son célèbre livre « Monde comme volonté et comme représentation ». Ce chapitre s'intitule « Métaphysique de l'amour sexuel ». En moins de 100 pages, Schopenhauer dresse un portrait froid de l'amour, qui ne serait au fond qu'une illusion des sens visant à perpétuer l'espèce. Nous sommes il y a près de 180 ans, et déjà, le philosophe pointe du doigt les fonctionnements de ce qu'il appelle le marché amoureux, qui n'est pour lui qu'un gigantesque bal occupant l'esprit des hommes comme aucun autre, où chacun cherche chaussure à son pied selon des modalités qu'il détaillera amplement. Schopenhauer s'étonne qu'aucun philosophe ne se soit sérieusement penché sur la question de l'amour avant lui, à l'exception près de Rousseau, qu'il juge bien trop idéaliste pour y comprendre quoi que ce soit, et Kant, qui selon Schopenhauer manquait cruellement d'expérience amoureuse et sexuelle pour pouvoir en parler de manière crédible. Lui tente donc de proposer une métaphysique de compréhension de l'amour.
une métaphysique privée de toute irrationalité, de toute conception poétique et de tout enrobage. Il cherche à décrire l'amour de manière crue, à déconstruire ce sentiment omniprésent dans la vie de l'homme. Si je vous parle de la philosophie de Schopenhauer, c'est que je pense qu'il a été un des précurseurs dans cette démystification de l'amour. Pour lui, comme pour nombre d'entre nous, l'amour est au fond le synonyme plus poli de l'instinct sexuel, l'un et l'autre étant parfaitement interchangeables. Bien qu'il n'ait a priori rien de surnaturel, l'amour doit être pris au sérieux, non pas car il serait le signe d'une transcendance supérieure ou d'un romantisme poétique, mais tout simplement car il vise à la plus grande quête de l'homme, la plus importante de nos missions, la composition de la génération future. Pour Schopenhauer, l'amour n'est rien d'autre qu'une grande méditation, une gigantesque pièce de théâtre qui vise à préparer le futur de l'espèce, à choisir qui seront les acteurs désignés pour monter sur scène. Disons-le de manière crue, l'amour n'a d'objectif que dans la procréation dictée par notre instinct qu'il camoufle derrière des aspirations individuelles. L'amour, l'instinct sexuel de l'individu, n'est rien d'autre, écrit Schopenhauer, que la traduction de la volonté de l'espèce. L'amour, c'est avant tout la création d'un enfant, d'un acteur pour le monde qui vient. Aussi, le choix de nos partenaires est tout à fait rationalisable. La passion de deux êtres n'est rien d'autre que la traduction de la perfection de l'être à venir issu de leur union. Logiquement, chacun rechercherait alors chez l'autre ce qui lui manque, des caractéristiques précises, des traits de personnalité, des mesures physiques, santé, force, beauté, jeunesse, vivacité d'esprit. Tout cela nous est étrangement familier. La passion est pour Schopenhauer d'autant plus forte et belle que les deux individus sentent que l'être qui pourrait advenir de leur union serait un acteur important de la prochaine scène de l'humanité. L'amour n'a donc pas d'existence propre, il s'agit simplement d'une illusion de nos sens visant à nous faire agir pour le bien de l'espèce, pour sa perpétuation. Or, cet instinct sexuel qui nous pousse à agir se mesure, se calcule, se prévoit, se comprend et s'optimise. Avec cette thèse sur la métaphysique de l'amour, Schopenhauer préfigure la démystification amoureuse que nous connaissons aujourd'hui. Celle qui pense l'amour de manière rationnelle, comme un marché, et par-dessus tout, qui l'explicite, la passe à la loupe froide du scientifique. Artémis est mise à nu, et tout revient à Cupidon qui trempe ses flèches dans l'impératif de l'instinct et s'amuse à nous voir suivre des schémas comportementaux enfantins et répétitifs. Mon but n'est pas de remettre en cause cette démystification de l'amour, mais de vous amener à réfléchir sur ses effets, sur vous-même et sur vos pratiques amoureuses. Schopenhauer écrit cet essai dans un 19e siècle qui a fait de la question amoureuse son thème central. C'est le siècle de l'amour mielleux, de l'amour débilitant, de l'amour rose pastel. Aujourd'hui, il me semble que notre situation n'est plus tout à fait la même. Nous sommes probablement à l'exact opposé du romantisme fleuri du milieu du 19e siècle. L'approche relationnelle n'a jamais été aussi analysée, froide et rationnelle. Nous ne pouvons pas dire que Schopenhauer soit particulièrement subversif aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir Instagram ou le premier livre de développement personnel venu pour s'en rendre compte. Nous sommes très loin des siècles où l'amour était encore le grand pilier de la poésie, du surnaturel, de l'inaccessible et de la naïveté. Aujourd'hui, notre conception de l'amour est à des années-lumière de la naïveté qui a fait le charme et la grandeur de la littérature française, qui a fait de nous les tenants éternels du romantisme. Je ne dis pas que toutes ces informations sur la meilleure manière de choisir son ou sa partenaire, sur le développement de ses propres qualités amoureuses, sur le caractère pulsionnel et biologique de l'amour sont à jeter. Absolument pas. Mais elles n'ont plus le goût subversif qu'elles avaient il y a près de 2 siècles. L'ocytocine, le fonctionnement du désir, l'asymétrie des attentes sexuées, les biais cognitifs et sexuels, tout cela est intéressant. Mais au final, quel effet a cette démystification de l'amour sur la réalité de nos rencontres, de nos histoires d'amour? Sommes-nous plus puissants en amour grâce à ça? J'en doute.
Alors quelle serait la place d'un contre-discours sur l'amour aujourd'hui ? Je pense qu'il tiendrait en une phrase. Oser s'illusionner par un peu de naïveté. Car si nous consommons de plus en plus de contenu pour comprendre nos fonctionnements amoureux, si nous n'avons jamais autant critérisé notre choix de partenaire, automatisé et multiplié les rencontres, je pense pouvoir postuler que nous n'avons jamais, également, été aussi déçus, méfiants, distants et inconsistants en amour. Tout ce que dit Schopenhauer est intéressant, et il y a certainement des enseignements à en tirer, comme d'ailleurs des nombreux livres autour du désir et de la rencontre amoureuse. Mais après, c'est vous et l'autre, c'est l'instant, le chaos, l'imprévu. Et je crains qu'à force de vouloir rationaliser et intellectualiser l'instinct, nous nous éloignons justement de ce qui le rend si puissant. Je pense que notre capacité à tomber amoureux, à aimer, est inversement proportionnelle à notre compréhension des mécanismes qui nous font tomber amoureux. La démystification de l'amour est nécessaire. Mais une fois que l'on a compris les grands principes de base de la relation humaine, il faut passer à autre chose. Ne pas s'appesantir sur la psychologie en espérant y retrouver notre capacité à tomber amoureux ou à devenir de meilleurs partenaires. Il y a un courage gigantesque à comprendre le jeu amoureux, sa rugosité, ses inégalités profondes et à décider de s'y plonger tout de même, fièrement. Aujourd'hui, nous traitons l'amour comme une science. Nous sommes assis dans les gradins de l'arène, à entasser les lectures, à nous gargariser de comprendre nos fonctionnements internes et ceux de nos amours. Nous dissocions et analysons la passion naissante en nous, à peine celle-ci frappe à la porte. Nous nous interrogeons longuement sur l'autre, sur nos conformités et inconformités amoureuses, sur sa vision de la vie par rapport à la nôtre. Bref, nous scrutons la passion avant même que celle-ci ait le temps de s'exprimer. Peut-être avons-nous de plus en plus de mal à tomber amoureux, car nous comprenons trop bien ce dont il s'agit, que le chaos nous effraie et que nous avons intériorisé l'ordre qui doit émaner de la rencontre, et nous ne supportons plus l'indéfini, le hasard que celle-ci crée en réalité. Je saisis bien que mon discours ne pèse pas très lourd face aux affirmations métaphysiques d'un Schopenhauer au meilleur de sa forme, mais s'il fallait seulement que vous reteniez une idée de cette vidéo, interrogez-vous sur cette anormalité. Nous n'avons jamais autant démystifié l'amour, ses fonctionnements n'ont jamais été aussi accessibles à tout un chacun. Et pourtant, qui peut dire que l'amour se porte bien aujourd'hui ? Alors lâchez vos livres, oubliez que vous savez comment tout ça fonctionne, oubliez-vous, oubliez que l'amour est une illusion d'essence, probablement mue par des instincts moins nobles que ceux que nous lui prêterions volontiers, et laissez-vous illusionner dans cet instinct primaire mais nécessaire. Décider d'être naïf, au-delà et malgré toutes les raisons que vous auriez de ne pas l'être, voilà bien le courage des courages, l'aspiration de l'homme qui se laisse aller à l'instinct, qui tombe volontiers dans le piège que la vie lui tend, qui embrasse le chaos amoureux et ne s'en détourne pour rien au monde. Choisissez le chaos plutôt que l'optimisation et la rationalisation rabougrie d'une vie calculée et sans vague. Si Schopenhauer a raison, de toute façon, ses forces sont plus grandes que vous, que moi. Alors, à quoi bon calculer la vitesse d'un tsunami ? Il n'y a rien de grand à déconstruire des sentiments et des idées qui ne tiennent debout que par la force d'idéalistes affairés. Plutôt que de vous extasier devant les mécanismes de fonctionnement de l'amour, demandez-vous pourquoi des hommes non moins malins que vous ont tenu à les garder ainsi, à ne pas ébranler leurs fondements. C'est parce que la tour est instable qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de la faire tomber. À vouloir se préserver du drame, de la passion dévorante, de la mauvaise personne, peut-être passe-t-on à côté de sa vie. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, que vous y aurez trouvé des éléments de réflexion
qui vous permettront d'alimenter la vôtre. Quant à moi, eh bien, je ne peux que vous inviter à vous abonner à cette chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Pour celles et ceux qui souhaiteraient accéder au chapitre dont est tirée la réflexion que je vous ai proposée aujourd'hui, le chapitre de Schopenhauer, eh bien, toutes les informations sont en description concernant les références que j'ai utilisées. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine.